Madame, Monsieur, bonjour. Donc, nous allons entamer notre émission aujourd'hui, Voix de fait. Malheureusement, sans ma collègue Aurore Marie Delforge, qui ne sera malheureusement pas avec nous aujourd'hui, pour des raisons personnelles. Mais nous avons avec nous Madame la bourgmestre Françoise Keepmans. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Almoatine. Oui. Voilà, donc nous allons entamer en tout cas notre échange aujourd'hui. Et nous allons commencer par une première question. Françoise Keepmans, qu'est-ce que cela présente en fait de prendre le majorat d'une commune après 20 ans? Retrouve-t-on en fait beaucoup de cadavres dans les placards? Alors c'est vrai que je suis devenue bourgmestre en 2012, oui. Donc il y a déjà presque 4 ans. Oui. Je suis une Molenbeekoise, c'est-à-dire que j'ai passé toute ma vie à Molenbeek avec d'abord mes parents, mes sœurs, mari, enfants, et donc c'est quand même une commune que je connaissais très bien, oui. Parce que je l'ai fréquentée notamment auprès de l'académie, les clubs de sport. Et je trouve que c'est une commune extrêmement attachante. Et c'est une commune diversifiée, avec des quartiers qui sont parfois très différents, mais c'est enfin, moi, j'ai toujours aimé cette commune, justement, parce que j'ai toujours eu le sentiment qu'elle pouvait m'apporter du neuf, du mouvement et de la sympathie. Alors, quand je suis devenue bourgmestre, j'étais déjà investie dans la vie politique depuis longtemps, puisque la première fois que je me suis présentée à des élections, j'avais 24 ans. Oh. Alors, ce n'était pas pour les élections communales. Les élections communales, c'était en 88. Et je suis devenue rapidement échevin parce que c'est vrai qu'à cette époque, il y avait peu de femmes dans la vie politique, il y avait peu de jeunes aussi, et donc ça a été une opportunité. Alors, je connu des périodes de participation, des périodes d'opposition. Je crois que c'est très intéressant également de connaître les deux côtés, les deux faces d'un même engagement politique. Et puis, en 2012, je suis devenue bourgmestre et la volonté que j'ai avec le collège, c'est véritablement de faire en sorte que Molenbeek soit une commune, une commune où justement on a le sentiment que l'on peut construire, que l'on peut partager et que l'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et les citoyens doivent être des acteurs pour justement construire ce futur. Ensemble, oui. Et donc maintenant, réponse à ma question. Alors donc, c'est vrai que les défis sont importants à Molenbeek. Je dis souvent, Molenbeek, c'est une commune à l'avant-garde des défis urbains. Donc, il y a à la fois rencontré toutes les difficultés sur le plan social, sur le plan économique, mais aussi sur le plan de l'éducation, de la prévention, de la sécurité. Et on a eu le sentiment qu'il fallait d'abord faire venir Molenbeek, je dirais, entre guillemets, à la normalité. Et qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble pour obtenir cet objectif. Parce que pendant des années, on a eu le sentiment qu'il y avait surtout un parti et un seul homme qui dirigeait cette commune. Or, moi, je suis convaincue que pour avancer, pour construire, il faut nécessairement que ce soit le travail d'une équipe. Donc ça, c'était le premier changement. C'était le travail d'une équipe. C'était aussi remettre, comme je l'ai dit, de l'ordre, c'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse d'abord assainir les finances communales parce qu'on avait d'énormes difficultés par rapport à un passif qui s'était accumulé au cours des années et que l'on puisse continuer à rendre tous les services à la population et le faire encore avec plus de dynamisme. Donc moi, j'ai pas voulu nettoyer Molenbeek, certainement pas. J'ai pas voulu trouver des cadavres dans les armoires. J'ai simplement voulu mettre de l'ordre, faire en sorte que à Molenbeek, eh bien, chacun soit respecté, que chacun se sente chez lui et que ça se fasse à travers l'éducation, à travers la prévention, la culture. Le respect me semble une valeur tout à fait essentielle dans la politique communale. On va arriver en tout cas à parler du financement et à parler de tout ça. Comment ça se passe en fait, les relations avec plusieurs élus de parties différentes sur votre commune qui ont agi pour la libération de Samahatar, ce jeune présumé terroriste
inculpé en tout cas en tant qu'investigateur des attentats de Bruxelles? Alors, c'est une question qui n'a jamais été abordée justement au niveau local parce que les élus qui sont intervenus sur le cas de Oussama Attar l'ont fait d'abord il y a plusieurs années et ils l'ont fait avec leur casquette de député et pas avec leur casquette d'élu local. Donc, c'est un débat que nous n'avons pas aujourd'hui en collège. Alors, au niveau fédéral, certains demandent une commission, une enquête plus approfondie, mais ça ne concerne pas la gestion de la commune. Mais votre réaction, vous, en tant que bourgmestre, par rapport à ce dossier? Alors, c'est évidemment extrêmement grave que cet individu soit considéré comme étant à la tête des attentats de Bruxelles et qu'il ait pu s'échapper. Maintenant, il y a de ça 6 ans, on ne connaissait pas la situation, on ne savait pas évidemment qu'on aurait les événements dramatiques qu'on a connus ces dernières années. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir voilà, une certaine réserve par rapport à ce qui s'est passé. Ok. La semaine passée, le vendredi passé, la police locale s'est penchée sur des contrôles dans des associations, etc. Quel est en fait l'objectif général de ces contrôles? On cherche les sans-papiers, pourquoi en fait? Non. Les terroristes? Alors, il faut savoir qu'à Molenbeek, à la suite justement de ces attentats, et de ces événements dramatiques, et moi je dis toujours, il y a un après et un avant 13 novembre. Donc Molenbeek a été touché dans sa chair par ces attentats, les attentats de Paris, puisque on a désigné des individus qui vivaient sur le territoire de Molenbeek, notamment les Abdeslam. Et on a dit, tiens, à Molenbeek, c'est peut-être l'arrière-base du djihadisme, il faut nettoyer Molenbeek, on ne va pas laisser Molenbeek continuer sur cette voie. Et tout de suite, moi, j'ai dit, il faut nécessairement des renforts de police. Si on veut ramener de la sécurité, s'il faut lutter contre la délinquance, parce que moi, j'ai toujours été convaincue qu'il y avait un lien étroit entre les délinquants et le radicalisme, eh bien, il faut assurer plus de sécurité. Et il y a eu des policiers qui sont arrivés, d'ailleurs, au mois de février, pour renforcer les forces de police dans la lutte contre la criminalité, et je parle surtout de la lutte contre la drogue, mais aussi contre les marchands de sommeil, la traite des êtres humains, et aussi en ce qui concerne les inscriptions et les départs dans la commune. Donc ces policiers sont venus en soutien aux forces de police actuelles, mais le but, évidemment, ce n'est absolument pas de cibler les citoyens molenbeekois. Et d'ailleurs, nous avons créé une cellule qui s'appelle la cellule de sécurité interne, dont la mission première est de véritablement cibler les individus et les lieux qui sont en lien ou concernés ou qui seraient concernés avec le radicalisme. Ça, c'est la mission première que nous avons à Molenbeek et sur lesquelles les forces de sécurité doivent faire leur travail. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on a constaté 2 fois plus d'infractions à la législation sur les drogues. On a fait fermer plusieurs ASB, les cafés, salons de thé. On en a fermé 7 depuis le début de l'année. Et il y a encore 5 dossiers en cours. Donc la volonté, c'est véritablement de lutter contre la criminalité. Et donc pas du tout de contrôler les citoyens, quelle que soit leur situation. Et ce genre de contrôle ne va-t-il pas augmenter le degré, en tout cas, le sentiment de peur chez les citoyens qui sont des Molenbeekois, qui sont vraiment des citoyens honnêtes, corrects, etc., et qui cherchent aussi à vivre dans la paix et le vivre ensemble? Mais au lendemain des attentats, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes et d'angoisse de la part de la population, parce que les citoyens se disaient, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Et le fait qu'on ait mené ces opérations, notamment contre la criminalité, moi, j'en ai des échos positifs de la part de la population.
la population, les Molenbeekois, quelle est leur première volonté? Mais c'est de vivre dans la sécurité, dans un environnement correct, dans des logements corrects. Et donc le fait qu'il y ait plus de respect des règles, en tout cas, moi, au contraire, ce n'est pas du tout le sentiment d'une inquiétude des citoyens par rapport à cette présence d'une plus grande sécurité, mais c'est au contraire de se dire, enfin, on peut vivre mieux. Et souvent, les gens me disent, mais voilà, pourquoi est-ce que vous n'allez pas à telle rue, à telle adresse, contrôler tel établissement? Nous, on est demandeurs de plus de sécurité. Pourquoi il n'y a pas plus de gardiens de la paix dans la rue? Pourquoi il n'y a pas plus de policiers? Et donc, moi, je pense que la police de proximité, c'est un plus. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de policiers dans la rue. Je préférerais qu'ils soient dans la rue à pied que dans des voitures pour avoir ce contact avec la population, pour pouvoir parler avec les citoyens. Parce que ça me semble très important. Et ça, on pourra l'obtenir un petit peu plus tard, quand justement on aura, entre guillemets, fait en sorte qu'il y ait moins de délinquance à Molenbeek, que les policiers soient au service, évidemment, des autorités, mais aussi au service de la population. Oui, mais vous avez eu aussi, je pense, une cinquantaine de policiers supplémentaires après justement le déblocage des 400 millions que le gouvernement Michel a débloqué. Donc, c'est ces policiers qui nous ont permis de renforcer les services de lutte contre la criminalité, comme je disais, drogue, armes, marchands de sommeil, traite des êtres humains. C'est grâce à ça qu'on a pu avoir ces actions et lutter aussi contre le radicalisme. Comme je le dis, le but n'est pas de cerner tous les citoyens, c'est véritablement de cibler la délinquance. Oui, récemment, vous avez aussi déclaré qu'il faut s'interroger en tout cas sur les filles ou les fillettes qui portent le voile dans l'espace public dès 7 ou 8 ans. Est-ce que vous êtes inquiète par rapport à ça? Simplement, je ne suis pas inquiète. Je pense que quand il y a des difficultés, quand il y a des questions, il faut toujours mieux en parler. Et donc, j'ai constaté que depuis un certain nombre d'années, depuis 5 ans, on voit plus d'enfants. Quand je parle des fillettes, ce n'est pas des jeunes femmes, il ne faut pas faire la confusion. Donc, c'est des filles 7-8 ans. 8, 9, 10 ans qui portent le foulard dans la rue. Et moi, je pense qu'il faut justement laisser aux filles la possibilité véritablement d'avoir un choix. Et ce choix, il doit se faire au moment de la puberté et pas avant. Mais si déjà le contexte familial, l'environnement incite une enfant à porter un voile, ce sera plus difficile pour elle de faire véritablement ce choix en connaissance de cause par la suite. Mais vraiment, ma volonté, ce n'est pas de pointer du doigt, ce n'est pas de stigmatiser. Je pense que c'est Moi, j'ai été interpellée sur cette question à propos du burkini. Et j'ai très clairement dit que pour moi, le burkini, c'était un phénomène qui avait pris beaucoup trop d'ampleur dans les médias cet été. Et que ça n'avait pas de sens. Mais que si pour moi je devais parler d'une question qui m'interpellait, c'était plutôt le foulard chez les enfants. Donc voilà, et je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler avec les familles. Il faut en parler dans les réunions de parents. Il faut aussi, et je pense que c'est important que finalement les représentants de l'islam en parlent également avec les fidèles. Et certainement, je pense que toujours, quand ça vient au sein même, quand on en parle, on aborde beaucoup mieux une difficulté que quand on la met sur le côté. Et vous avez ouvert, par exemple, ce débat avec les représentants comme l'exécutif des musulmans ou autres? Je ne l'ai pas encore fait. Je dois rencontrer le président de l'exécutif et ce sera une question évidemment qui sera abordée. Oui. Et d'ailleurs, à Molenbeek, on a un conseil consultatif des mosquées. Tout à fait, oui. Que le collège rencontre en moyenne 2 à 3 fois par an. On le rencontre notamment pour la fête
de l'Aïd et pour le Ramadan. Et ce sont vraiment des contacts tout à fait positifs. Ok. Votre commune est souvent décrite comme le berceau du djihadisme. Après les attentats du 22 mars, vous avez dû faire en fait face à un déferlement médiatique sur ce qui se passe chez vous à la commune de Molenbeek. Mais vous avez aussi et souvent insisté sur le fait que les problèmes de radicalisation ou de radicalisme ne concernent qu'une minorité de jeunes embrigadés par des prédicateurs ou des réseaux sociaux, etc. Et vous avez aussi déclaré aussi à plusieurs reprises que la grande majorité des habitants de la commune de Molenbeek inspirent qu'à vivre ensemble et à vivre en paix. Quel est l'état des lieux actuel de Molenbeek ? Mais justement, je pense que ce constat que j'avais fait après les attentats, il est encore plus d'actualité aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, on sent qu'il y a cette volonté de la part des citoyens d'assurer le respect entre citoyens, d'assurer le respect des autorités. Et vous savez, la préoccupation première des habitants de Molenbeek, c'est d'abord l'éducation pour leurs enfants, le logement, ça revient souvent, et l'emploi. Oui. Parce qu'on sait qu'à Molenbeek, il y a une partie importante de la jeunesse qui n'a pas d'emploi. Et pour moi, ça, ce sont vraiment les sujets essentiels dont on doit s'occuper à Molenbeek. Mais c'est pas uniquement au niveau communal qu'on doit le faire, hein. C'est aussi au niveau de la région bruxelloise, de la communauté, des communautés et flamandes, francophones et du fédéral. C'est vraiment... Et ce que moi je demande toujours, c'est qu'il y ait plus de collaboration justement entre tous les interlocuteurs pour obtenir des résultats. Et vous avez entamé en tout cas des projets, des activités. Quels sont les outils ou les moyens que vous avez mis en place justement pour essayer de réaliser en tout cas, ou d'accompagner les Molenbeekois justement pour réaliser ce genre de choses? C'est vraiment le programme politique qu'on a mis en place au lendemain des élections. Donc un programme politique qui d'abord... comme je disais, il y avait les difficultés financières, mais surtout, il faut aussi répondre au boom démographique, hein, puisqu'on sait que la population a sensiblement augmenté à Molenbeek. Donc, créer plus de places dans les écoles, créer de nouvelles écoles, mais faire en sorte qu'il y ait une éducation de qualité qui soit donnée aux enfants. On travaille aussi sur le logement. Alors la commune crée de nouveaux logements, notamment des logements communaux, donc à caractère social, mais on fait en sorte aussi qu'on puisse avoir de nouveaux projets, même si ce sont des projets privés, pour permettre d'avoir des appartements plus modernes. Et en ce qui concerne, on fait aussi une politique culturelle que l'on veut diversifier, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous habitez à Molenbeek, vous pouvez participer, vous pouvez avoir une vie culturelle et sportive qui soit importante, même si vous n'avez pas de revenus. Et en ce qui concerne les jeunes, cette jeunesse, l'emploi c'est extrêmement compliqué. Je pense que c'est d'abord la formation qui est essentielle, mais là, la commune n'a pas toutes les clés, n'a pas les clés que pour pouvoir faire en sorte que des jeunes de 18 ans aient une formation suffisante. Et aussi... accompagner ces jeunes dans leur parcours, puisqu'on sait que c'est quand même une période particulièrement, qui est plus délicate ou plus difficile dans la vie. Ok. Madame la bourgmestre Catherine Moreau est déterminée apparemment à récupérer le majorat de son papa Philippe Moreau, et Sarah Turine qui travaille en fait avec beaucoup d'acharnement et de persévérance pour devenir bourgmestre. Ne craignez-vous pas que votre place de bourgmestre ne sera plus disponible en 2018? Tant mieux si cette fonction de bourgmestre suscite de l'intérêt, parce que c'est vrai que c'est une fonction très importante que de pouvoir assumer la direction d'une commune pendant plusieurs années. Mais je vous dirais que tout citoyen peut légitimement aspirer à devenir bourgmestre et à être un élu. Hein, je pense que je dirais que au niveau politique, la nouvelle majorité a sa déclaration de politique générale, son plan de politique générale qui est mis en application pour la période des 6 années. C'est un programme politique qui avance, qui donne des résultats. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel.
Aujourd'hui, je ne me projette pas dans l'après-élection ou les élections communales qui auront lieu quand même dans 2 ans, bien qu'il faudra y penser évidemment, mais je ne me sens pas en danger. Au contraire, je suis déterminée à poursuivre ce que j'ai entamé il y a 6 ans. Bravo. Les finances de la commune de Molenbeek-Saint-Jean sont mal en point. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'administration communale de Molenbeek a fait appel à la région bruxelloise ou à Bruxelles-Capitale pour obtenir un accompagnement. Quelle est la suite de cet accompagnement? Avez-vous réussi en tout cas cette mission ou pas? Alors, c'est vrai que la commune de Molenbeek, comme je l'ai dit en début de rencontre, est en grande difficulté financière, et c'est une accumulation, mais je dirais de 2 décennies qui fait qu'aujourd'hui les finances communales sont dans le rouge parce qu'on n'a pas suffisamment estimé les dépenses qu'il fallait faire, et donc on a demandé le soutien de la région, soutien qui a été accordé, mais avec l'obligation de faire des économies. Alors c'est évidemment difficile de faire des économies, mais il n'y a pas eu de licenciement de personnel. On a réorganisé l'administration. Le personnel qui travaillait pour le stationnement travaille aujourd'hui pour l'agence régionale de stationnement. On a créé des associations, des ASBL qui gèrent les crèches. Et donc il n'y a pas eu de perte d'emploi. Ouais. Il y a eu une réorganisation du personnel qui donne plus de souplesse pour rencontrer les missions de l'administration. Et au niveau budgétaire, en ce qui concerne les travaux, on doit être plus attentif que par le passé. C'est vrai que ces restrictions budgétaires, financières, arrivent à un moment difficile parce qu'on vit une crise économique, une crise sociale, et c'est juste au moment maintenant qu'il faut encore faire 2 fois plus d'efforts pour pouvoir assurer la poursuite des missions de la commune. Mais voilà, je dis, on est plus attentif aux dépenses. C'est une question de bonne gestion aussi, et on le fait aussi dans l'intérêt des Molenbeekois. Concrètement, quel est l'état de santé financière de la commune actuellement, aujourd'hui? Mais on reçoit cet accompagnement financier de la commune, de la région, qui nous permet justement de pouvoir répondre à toutes les missions. Je vous dis, depuis, on a ouvert des nouvelles classes pour accueillir les enfants. Il y a eu une nouvelle école à la rue de Bonne qui fait de l'immersion. On a maintenant le projet de 2 implantations d'enseignement d'écoles secondaires à Molenbeek, une sur la chaussée de Gand à la limite de Berchem, une autre avenue Jean Dubruck à la limite de Tour-et-Taxi. On continue nos investissements pour la gestion. On va inaugurer dans 1 mois une nouvelle antenne population sur la place communale. Une autre va être ouverte dans les nouveaux quartiers près du stade Edmond-Mactens. Donc voilà, malgré cette difficulté, les services à la population sont rendus. Oui. Donc selon vous, y a-t-il, donc après les attentats, le burkini, le voile pour les petites filles, pas mal de choses médiatisées, etc. D'après vous, y a-t-il une crainte d'une société plus renfermée en Belgique? C'est vrai qu'on est à la croisée des chemins parce qu'on sent qu'il y a de la crispation et que les événements internationaux ont véritablement heurté les citoyens. Et en plus, les attentats qui aujourd'hui touchent directement l'Europe. Avant, on avait le sentiment que c'était loin de chez nous et donc on y prêtait moins d'intérêt. Aujourd'hui, non. Ça se passe ici, notamment à Bruxelles. Et de ce fait-là, on a le sentiment qu'il y a plus de crispation entre les citoyens sur les aspects du vivre ensemble et sur les aspects de la religion. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est aussi, ça doit être, au-delà des événements dramatiques, ça doit être un sursaut solidaire pour mener de nouvelles... de nouvelles politiques et
pouvoir justement relever les défis de la société. Il y a de plus en plus de racisme et de discrimination en tout cas, c'est ce qui a été remarqué en tout cas et surtout chez la communauté musulmane. Comment lutter contre toute forme de racisme et de discrimination, vous qui êtes aussi, député fédéral? Alors d'abord au niveau local, moi je pense que c'est surtout par la rencontre, les rencontres, par l'éducation qu'on lutte contre le racisme et les préjugés. C'est véritablement en connaissant l'autre. Par rapport à la discrimination, surtout la discrimination à l'emploi, parce que je pense que c'est là qu'elle est la plus difficile à vivre. Cette discrimination, mais il faut nécessairement des règles bien établies pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Et c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement une discrimination en termes de est-ce qu'on est musulman ou non. Ça va même plus loin, puisqu'il y a des jeunes qui me disent, sur mon CV, je ne vais pas mettre 1080, tout à fait. Je ne vais pas mettre Molenbeek, parce que je sais que ce sera un handicap. Donc il y a des jeunes à Molenbeek qui subissent une double discrimination, celle de leurs origines et en plus celle de leur domicile. Donc il faut véritablement, je pense qu'il faut être intransigeant par rapport à des entreprises qui feraient de la discrimination à l'égard des jeunes, ou dans des associations, qu'elles soient culturelles, sportives. Ça me semble tout à fait, ça me semble tout à fait essentiel. Et il faut éduquer. Moi, je pense que c'est essentiellement la rencontre, les rencontres. C'est ce qu'on a essayé d'ailleurs de faire à Molenbeek. Avant, sur le plan culturel, on avait le sentiment que chacun avait un peu son quartier. Qu'il y avait la Maison des Cultures pour le centre de Molenbeek, le Château du Carvelt. Il y a les trois parties de Molenbeek, en tout cas, oui, tout à fait. Les nouveaux quartiers. Et bien maintenant, on fait des spectacles qui peuvent concerner la population du centre au Château du Carvelt et réciproquement. Mais on voit que ça prend énormément, ça prend vraiment beaucoup de temps pour permettre la rencontre. Et on voit qu'il y a des jeunes au centre de Molenbeek, ils sont peut-être partis en vacances à l'étranger, notamment au Maroc, mais à Bruxelles, ils ne sont pas sortis de leur quartier. Et c'est vraiment un paradoxe interpellant. Et on doit, il faut des programmes pour les obliger à aller à la rencontre des autres. Et il faut aussi que des jeunes d'autres communes viennent à Molenbeek. Et ce qui m'a surpris, mais là positivement, c'est que suite à tout ce qu'on a connu, je rencontre de plus en plus mais malheureusement, je dirais dommage, ce sont des adultes, des personnes qui viennent à Molenbeek pour voir comment ça se passe. Pas du tout de manière malsaine, en disant tiens, on va un petit peu voir comment les gens vivent ici. C'est véritablement pour essayer de comprendre la commune. Les gens, ils sont aussi curieux parfois de découvrir la commune de Molenbeek. Pour comprendre et pour voir comment ça se passe. Et ils viennent généralement avec un message et un a priori tout à fait positif. Et surtout depuis que vous avez entamé, en tout cas au niveau de la commune de Molenbeek, pas mal d'activités interculturelles. Et entre autres, pendant le Ramadan, vous avez organisé dans une église justement une activité très importante pour la rupture du jeûne donc ça a été aussi quelque part une réussite, cette activité. C'est vrai que les relations interculturelles sont importantes et elles passent notamment par les convictions. Les convictions philosophiques. Et donc, l'Aïd, c'est un moment de la rupture de jeûne, c'est un moment de partage, de rencontre, et donc on l'a organisé à l'église Saint-Jean-Baptiste. Et ce qui a été extrêmement aussi positif, c'est que le curé de l'église, il a dit, mais oui, ma maison est ouverte, vous êtes les bienvenus. Et ça s'est fait dans une très bonne ambiance. Et ce sont des expériences Et après, vous avez fait aussi les ouvertures de mosquées aussi, les visites, etc. Alors, il y a eu la journée église ouverte et mosquée ouverte. Mosquée ouverte, oui. Maintenant,
vous savez, c'est la première année, donc il faut aussi que les gens s'habituent, qu'ils soient curieux. Donc c'est des nouvelles activités qu'on commence à voir maintenant à Molenbeek qui n'existaient pas auparavant. Et avec les enfants aussi, on a fait un programme La haine, je dis non, qui, dans les écoles communales, pour expliquer finalement aux enfants que quelle que soit sa confession, qu'on soit juif, chrétien ou musulman, mais finalement les rites sont les mêmes. À la naissance, on cherche les similitudes, voilà, en fait. Qu'il y ait des similitudes dans les rites et au cours de la vie, pour montrer que finalement les traditions sont pareilles. Voilà, elles peuvent se retrouver. Oui. Vous avez annoncé que le MR souhaiterait faire réviser la Constitution afin d'interdire le parti islam en Belgique. Pourquoi ce parti exactement ? Alors, c'est vrai que il y a des députés du mouvement réformateur qui ont fait cette proposition qui implique une révision de la Constitution, parce qu'ils considèrent que le parti islam est un parti qui ne respecte pas justement les valeurs et les prescrits de liberté tels qu'ils sont prévus dans les lois, belges. Pour ma part, je suis intervenue sur cette question, pas concernant l'interdiction, mais aussi concernant le non-accès de la tribune politique dans le journal communal. Donc le parti banni de cette tribune. Parce que, et ce n'est pas moi toute seule, c'est le collège des bourgmestres et juin qui, et ça n'avait pas suscité d'ailleurs de questions quand cette décision a été prise. Islam a interpellé au mois de juin. Nous considérons que le parti Islam est un parti qui ne rencontre pas des valeurs essentielles d'égalité dans la société belge. Je vous dirais que quand le Vlaams Belang et le Front National avaient des élus au conseil communal, ils n'avaient pas accès à la tribune politique non plus. Donc le même traitement. Donc, parce que nous considérons que c'est des partis qui portent des valeurs qui ne sont pas en adéquation avec celles que nous considérons comme fondamentales, comme je disais, d'égalité dans la vie Vous avez un conseil communal qui a siégé en tout cas avec vous à la commune de Molenbeek depuis 2012. Voilà, 2012. Oui. Et comment ça se passe avec cet élu cet élu peut s'exprimer comme tous les élus municipaux, et d'ailleurs il ne s'en prive pas. Il pose des questions, il intervient fréquemment dans les débats au conseil communal. Le reproche que je lui ferais, pour autant que je puisse, c'est que souvent il présente son projet politique puisqu'il ne pose de questions. Voilà, et donc c'est pour ça que ça me semble important qu'il n'ait pas accès. Donc il présente son projet politique au conseil communal et on peut avoir de la contradiction au conseil communal. Dans une tribune politique, c'est beaucoup plus compliqué. Le même parti Islam distribue ces derniers jours des milliers de brochures aux musulmans de Belgique pour les informer de leur droit à pouvoir, sans restriction, égorger leurs moutons à l'occasion de la fête du sacrifice à domicile. C'est faux. On ne peut pas égorger un animal à domicile. En tout cas, il faut respecter un certain nombre de règles et il faut avoir une autorisation préalable, ce qui n'est pas le cas. Et l'organisation de la fête du sacrifice, elle a été faite pendant des années à Molenbeek et elle s'est toujours faite dans de bonnes conditions. Et la population qui apportait son mouton était satisfaite de la manière dont justement la commune prenait ses responsabilités. Maintenant, c'est la région qui a décidé d'organiser elle-même
c'est la fête du sacrifice. Et donc, nous accompagnons la région, notamment pour les inscriptions. Mais pour le reste, je pense qu'il y a vraiment, c'est tout à fait évident qu'on ne peut pas autoriser de pouvoir égorger un animal à son domicile pour des raisons sanitaires qui me semblent évidentes. Ok. Donc, pour conclure, en tout cas, notre entretien très agréable, je vous propose de compléter quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait être humain, avec un grand H aussi, être plus humain. Pour vous, Dieu est partout et nulle part. Être un homme ou femme politique aujourd'hui, c'est un défi. La Belgique de demain sera ou ne sera pas. Je vous laisse 2 minutes pour souhaiter bonne fête aux musulmans de Belgique et de Molenbeek. Mais d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité dans votre émission, parce que c'était un premier contact. C'est un plaisir. Et c'est important pour moi, comme femme politique, comme citoyenne, de pouvoir m'exprimer sur des sujets qui sont parfois sensibles. Et justement, j'ai constaté que parfois on avait des idées toutes faites sur des personnes, sur des propos, et donc s'expliquer, comme vous m'invitez à le faire aujourd'hui, c'est tout à fait positif. Moi, je voudrais vous dire vraiment que je suis une femme citoyenne, engagée, que aujourd'hui pour moi Molenbeek, c'est vraiment mon défi. C'est la commune qui, à mon sens, doit réunir toutes les ambitions, toutes les envies, parce que elle représente toutes les, je dirais, à la fois la mixité, mais aussi les difficultés. Et si on réussit Molenbeek, je peux vous assurer que, eh bien, on aura le potentiel pour continuer à vivre et surtout à se connaître, à travailler ensemble et à vivre ensemble et à faire ensemble. En tout cas, vous êtes très motivés, je pense que vous allez y arriver. Mais à l'occasion de la fête du sacrifice, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Molenbeekoises et Molenbeekois? Mais certainement Aïd Mabrouk. Aïd Mabrouk, voilà, vous le dites en arabe, c'est très bien. Voilà, parce que c'est un moment important pour les musulmans, comme la période de Ramadan, la fête du sacrifice, c'est un moment, c'est une fête plus familiale. Vous êtes invité souvent chez la communauté de partage. Et donc moi je suis très heureuse qu'on puisse avoir cette fête à Molenbeek, comme on a également la fête de Noël. Ce sont des moments importants dans la vie. Françoise Skippens, merci pour la confiance, merci pour la participation et merci pour votre témoignage. Madame, messieurs, au revoir et à la prochaine fois.